Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie FAQ, la réponse aux questions, et où je réponds aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires à la précédente vidéo de cette catégorie. Si vous avez des questions sur des sociétés concrètes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder et je vais les rajouter dans la liste pour analyser dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude au début de cette vidéo, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait, la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à me mettre des likes parce que ça me fait énormément plaisir, ça récompense le travail que je fais. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez un lien PayPal pour faire une donation si vous aimez beaucoup la chaîne et si ça vous apporte des bonnes idées d'investissement. Allez, c'est parti. Donc la première société que nous allons regarder aujourd'hui s'appelle Soitec. C'est la société qui m'a posé déjà beaucoup de questions là-dessus et finalement je suis arrivé pour faire l'analyse de cette excellente entreprise française qui est positionnée sur un secteur porteur, donc c'est le secteur des technologies. En fait, c'est une société de semi-conducteurs qui sont à la base de la création des différentes technologies, des processeurs, etc. etc. Donc, il s'agit d'un secteur qui a un vent en poupe, qui est populaire aujourd'hui, que ce n'est pas un secteur complètement du hype comme Amazon, comme Netflix, etc., etc., mais c'est un secteur solide qui est à la base de la croissance technologique et de la révolution technologique que nous sommes en train de vivre. Donc, déjà, à la base, le secteur me plaît. Donc, ça, c'est le secteur où il y a des revenus stables. C'est le secteur où il y a du potentiel. Il est tout à fait logique de se poser de mettre cette entreprise dans votre portefeuille d'actions. Donc là, je vais commencer comme d'habitude par des ratios que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est une entreprise chère, évidemment. Donc c'est ce qui indique déjà le ratio PE ratio, même si c'est probablement pas le meilleur ratio pour analyser l'entreprise, parce qu'il ne tient pas de compte de certains phénomènes s'il y a eu des acquisitions lors du dernier exercice, ou elle ne tient pas non plus de compte de l'efficacité de la dette. Et moi, j'aime bien utiliser un autre ratio qui s'appelle EV/EBITDA, donc c'est la valeur de l'entreprise contre le résultat opérationnel. Et je vais montrer vous ce ratio pour estimer plus ou moins combien coûte cette entreprise, à combien elle est valorisée par rapport à ses revenus. Donc ce ratio, on peut trouver sur Yahoo Finance. Malheureusement, on ne le voit pas sur investing.com et il s'élève à 20. Donc 20 pour moi, c'est assez cher. Donc du coup, c'est une entreprise qu'on peut considérer assez chère parce que ce ratio, il tient compte de la dette de l'entreprise et donc s'il a eu des acquisitions ou des autres entreprises durant le dernier exercice, c'est pris en compte également avec le chiffre d'affaires qui vient en provenance de ces entreprises et la dette qui a été employée pour les racheter. Donc pour moi, 20 c'est assez cher, donc il faut quand même tenir compte que pour ce secteur, moi, à peu près, j'estime que les valorisations sont intéressantes en dessous de 15, voire en dessous de 12. Donc, pour moi, 20, c'est peut-être probablement un petit peu cher comme ratio. Donc ça vient en complément au ratio PE ratio que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent et utilisent parce que ce ratio est le plus complet. Donc ensuite, on regarde le prix par rapport au chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il est valorisé à 5,5 années de chiffre d'affaires, ce qui me paraît aussi assez important. Donc on va dire le premier aperçu de cette entreprise, qu'elle est quand même relativement chère, ce qui n'est pas étonnant dans le contexte actuel et surtout par rapport visiblement à la qualité de cette entreprise. Donc, il faut quand même toujours tenir compte que dans le projet Mind du Cash, j'utilise toujours trois piliers. C'est le macro, c'est l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Aujourd'hui, le macro, il est quand même très particulier parce que nous sommes en pleine crise de coronavirus. On est en train de le sortir. Les marchés ont rebondi, mais l'économie ne sont pas encore. Donc, il faut quand même se préparer qu'il peut y avoir encore de volatilité. Donc, probablement, le marché va nous ouvrir des possibilités d'acheter ces actions moins chères qu'elles sont cotées aujourd'hui. Donc price to book pour ce type d'entreprise, probablement ce n'est pas le ratio le plus important parce que la book value certainement elle est largement inférieure par rapport au potentiel de la valeur boursière de cette entreprise, ce qui est tout à fait normal. Donc la marge brute de cette entreprise représente 36% et en moyenne 31% sur 5 dernières années. Bon, c'est pas énorme, c'est quand même beaucoup, c'est confortable, mais c'est pas énorme. Et la marge nette, elle s'élève à 18,5% et en moyenne sur 5 ans de 7%, compte tenu de la structure de business, compte tenu le coût de la structure. Donc ça me paraît tout à fait gérable, même si je trouve que la marge nette est quand même un petit peu faible.
Ensuite, nous regardons la rentabilité. La rentabilité, sans tenir compte de la dette, vente 4,5%. Et avec la dette, on arrive à 16%. Mais sur la moyenne sur 5 ans, elle n'était pas très impressionnante. C'était moins de 7%. Mais les derniers chiffres sont quand même assez rassurants. Donc, on peut parler d'une entreprise rentable. Donc, voilà. Donc, on observe une certaine croissance signe des bénéfices par action qui est satisfaisante, même si ici, on voit un petit problème. Donc, mais bon, ça, je ne connais pas exactement ce qui se passe aujourd'hui dans cette entreprise, donc il ne faut pas non plus, il faut un peu regarder pour expliquer pourquoi il y a eu cette chute de earnings per share et cette, qu'est-ce que je voulais dire? Rentabilité qui a baissé quand même significativement. En fait, pendant les 5 ans moyenne, les 5 dernières années étaient quand même beaucoup moins faibles que les derniers chiffres. Donc, visiblement, la société, elle passe une période positive pour elle, paradoxalement. Donc, probablement, il y a eu des événements majeurs dans cette entreprise qui n'ont pas eu lieu pendant les 5 ans, pendant les 5 dernières années. Donc, il n'y a aucun problème d'endettement. Donc, on voit que les engagements à court terme sont largement inférieurs, plus que 2 fois inférieurs aux actifs liquides qu'ils peuvent utiliser pour payer ces dettes court terme. Donc, à court terme, il n'y a aucun problème de liquidité, aucun problème d'endettement, pardon. Et à long terme, l'endettement n'est pas non plus énorme, c'est 40%, c'est tout à fait normal. Malheureusement, il n'y a pas de dividende, mais les sociétés technologiques souvent ne versent pas le dividende et ce n'est pas non plus très étonnant. Maintenant, regardons déjà au niveau de croissance de cette entreprise, de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, balance sheet, ça c'est les actifs, donc là je vais plutôt regarder les chiffres d'affaires, ça m'intéresse un peu plus pour cette entreprise. Alors, donc voilà, au niveau des résultats, en fait on voit que la croissance de chiffre d'affaires elle est stable sur 5 dernières années, c'était très bien, ainsi que les profits bruts. Et le profit opérationnel, donc il était en perte en 2016, maintenant ils sont largement gagnants. Donc c'est une entreprise en pleine croissance, donc c'est intéressant, donc elle a du potentiel, elle réalise ce potentiel, et ça c'est une très bonne nouvelle. Regardons maintenant de point de vue technique. Donc voilà, à très long terme, en fait, cette entreprise, on voit très bien qu'elle suit les grands cycles boursiers, en fait. Donc là, c'est une bulle Internet, ça c'est une bulle, en gros, les marchés avec, bon, c'est une bulle immobilière, mais ce n'est pas exactement le secteur. Dans tous les cas, elle est très sensible au grand cycle économique. Maintenant, elle était assez stable, elle descendait au niveau des cours depuis la crise 2008-2009, donc elle n'a rien fait, sauf cet parcours haussier qui a été visiblement tout simplement la reprise après la grosse chute. Et elle n'a fait quasiment rien pendant des années et des années. Et maintenant, cette entreprise, elle est en train d'entamer un nouveau cycle haussier à partir de 2016. Donc là, je vais regarder sur les 5 dernières années. Et donc ici, on voit clairement une tendance qui est plus marquée. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose du positif. Donc là, on peut dessiner là comme ça le canal. Et donc là, on est sorti, on est revenu vers le canal. Donc il y avait effectivement une rechute avec le coronavirus. Et maintenant, on est revenu vers le centre de ce canal haussier qui a été démarré il y a 5 ans. Donc pour moi, c'est une société de croissance qui est assez intéressante. Probablement, il faudra profiter d'un moment quand cette entreprise fera un retour vers le bas du canal pour s'y positionner. Donc là, je pense que cette entreprise, il faut envisager d'acheter vers les 70 € et pas au cours actuel. Parce que au cours actuel, forcément, les marchés peuvent forcément rebondir. Peuvent se corriger par rapport aux réalités économiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur cette société pour vous résumer rapidement, c'est que non, ça c'est un secteur porteur, c'est une entreprise intéressante qu'il faut toujours surveiller parce qu'elle est positionnée sur des secteurs porteurs. Donc le macro aujourd'hui n'est pas bon, il faut être honnête. Et donc du coup, il faut être très sélectif au niveau des actions. Ça peut faire partie de votre liste, mais dans tous les cas, il faut être très vigilant parce qu'on peut vivre une forte chute. Cette société, elle est sensible au grand cycle boursier. Voilà, en gros, c'est un peu tôt peut-être pour l'acheter, mais en tout cas, à surveiller. Voilà, je regarde une autre entreprise maintenant.
Une autre entreprise dans le secteur qui est très similaire de semi-conducteurs mais aussi électronique, c'est une entreprise franco-italienne qui est basée en Suisse, à Genève, qui est spécialisée effectivement dans des produits électroniques et semi-conducteurs, qui est très comparable par rapport au Soitec qu'on vient de voir actuellement. Et c'est la deuxième société qu'on regarde aujourd'hui. Donc les ratios, donc cette entreprise de point de vue PE ratio, elle est encore plus chère, mais je pense qu'ici il y a quelque chose de particulier, parce que dans tous les cas, je regarde que par rapport au chiffre d'affaires, elle est valorisée 2 fois moins que Soitec. Donc là, je vais regarder ST Micro. Est-ce que cette entreprise, il n'y a pas eu quelque chose de particulier par rapport à elle? Donc, oui, vous voyez, donc là, on regarde que valeur entreprise EBITDA, elle est beaucoup moins importante. Donc, ça veut dire que donc, PE, c'est pour ça que j'aime pas trop ce ratio, c'est que il ne tient pas compte des différents événements exceptionnels. Et donc là, il est à 10, qui est beaucoup moins cher, qui me paraît beaucoup plus intéressant du point de vue valorisation de cette entreprise. Ensuite, price to book, encore une fois, bon, il est inférieur encore à Soitec, mais par contre, cette entreprise, ce ratio n'est pas nécessairement très représentatif. Les marges sont très proches au Soitec, qu'on vient de voir, et les marges nettes sont également très faibles. À mon goût, c'est très faible, donc du coup, cela veut dire que le coût de structure, le coût pour exécuter ce business, ils sont quand même assez élevés par rapport, donc société, ils ne dégagent pas tellement de marge nette, mais par contre, il y a du potentiel s'ils peuvent optimiser leur business model. Et la rentabilité, donc ça explique pourquoi peut-être cette entreprise est un petit peu moins valorisée, elle est largement trop faible. Pour moi, 5,5% sans tenir compte de la dette, et 4% avec la dette, c'est vraiment très très faible. Et évidemment, cette entreprise, elle est en décroissance parce qu'elle perd de bénéfices par action. Donc je pense que, en tout cas, le premier vue, cette entreprise est moins intéressante que Soitec qu'on vient juste de voir. Ce qui est normal que la dette elle est moins importante, il n'y a pas de problème d'endettement non plus à court terme, donc c'est assez, l'endettement n'est pas un problème. Donc il y a visiblement probablement quelque chose qui est lié au business model en lui-même, parce que c'est vrai que de passer des marges à 4% seulement, à 4%, à partir de 35, on peut se poser des questions sur la résilience de leur business model. Voilà, par contre, il est en dividende. Ici, il est en dividende où ils payent presque 40% de leurs bénéfices sous une forme de dividende, mais il n'est pas énorme, ce qui est normal. On ne s'attend pas avec des sociétés technologiques d'attendre des gros dividendes. Voilà, maintenant, je vous fais une... donc, ça, c'est ST Micro. Voilà, donc là, je suppose que ça suit à peu près les mêmes. Oui, voilà, donc ça, c'est la bulle Internet. Par contre, la crise de 2007-2008, elle a fait stable, donc elle a fait exactement le même parcours et elle est en train de revivre la nouvelle vie à partir de 2016. J'ai vraiment l'impression que c'est des entreprises qui sont très très similaires. Donc voici. Voilà, et bon, là, parcours, j'ai l'impression même d'avoir déjà vu là, de tout à l'heure, donc c'est exactement le même parcours boursier. On revient exactement au milieu du canal, et donc j'ai probablement le même constat à faire, donc ça veut dire que cette entreprise elle est moins rentable, ça me plaît plus Soitec, en tout cas, donc selon les ratios, mais dans tous les cas, cette entreprise elle est aussi un petit peu chère par rapport au momentum, parce que, encore une fois, macroéconomie aujourd'hui, elle est très fragile, donc il faut en tenir compte et ne soyez pas, on va dire, emballés trop par rapport au cours actuel. Voilà, la prochaine société. Bon, tout en restant sur des secteurs proches, j'aimerais bien aujourd'hui vous parler d'un couple de sociétés Intel et AMD. Donc ça, c'est les producteurs des processeurs. C'est des sociétés qui semblent, ce sont des concurrents directs, mais qui semblent similaires, mais en fait, ils sont très différents en fonction de comment le business est organisé. Donc, le business de Intel, il est assez rentable, en fait, parce qu'ils font énormément en interne. Donc, cette société, elle a moins de coûts de structure et que l'AMD, qui sous-traitent énormément de leur production, énormément de leur recherche. Donc le business les structure de manière très différente pour finalement aboutir à des produits qui sont des concurrents directs. Mais ça fait une différence importante, surtout dans le contexte de croissance technologique actuelle, c'est que Intel, il a plus du mal de s'adapter aux changements et l'évolution du marché que AMD. Parce qu'AMD, il se base sur un réseau de sous-traitants et donc du coup, leur ajustement technique
se font plus facilement. Donc, qui va gagner dans cette bataille, c'est très difficile à dire parce que et AMD et Intel proposent des produits d'excellence, mais l'AMD me semble un petit peu plus flexible en termes de business model, pourtant il dégage moins de flux de trésorerie. Donc là, on va regarder les deux entreprises aujourd'hui. Donc il ne faut pas les présenter, je pense que vous les connaissez. Donc Intel n'est pas cher, donc 12% PER. Donc le 3,5 chiffre d'affaires, 3,5 années de chiffre d'affaires, c'est la valorisation boursière de cette entreprise. Les marges, vous voyez, donc là les marges sont intéressantes, donc, et les marges nettes sont vraiment très importantes. Donc c'est une entreprise très rentable, et plus en bas, on doit avoir des rentabilités ROI, Return on Equity et Return on Investment Capital, beaucoup plus confortables que Soitec et ST Micro qu'on vient de voir. Et ben voilà, donc là on voit la confirmation, c'est que Return on Equity est de 30% et de 23% en moyenne sur 5 dernières années, et Return on Investment largement au-delà des limites que moi je me fixe pour considérer que l'entreprise est rentable. Voilà, donc la croissance évidemment de bénéfices par action, donc tout va bien pour cette entreprise, aucun problème de dette, parfait. Et en plus le dividende qui est assez intéressant de 2,5% et qui représente seulement même pas 25% de leurs bénéfices. Donc là je pense que c'est une entreprise très rentable, mais pourquoi elle est sous-valorisée? Justement parce qu'elle est en train de perdre un petit peu la bataille dans vraiment ce secteur clé. C'est le secteur où il y a énormément de concurrence et AMD est en train de technologiquement se faire dépasser par l'AMD. Donc là, je vais vous montrer le graphique. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, effectivement, bon, Intel, bon, évidemment, au début de l'année 2000. Maintenant, elle est montée. Donc ça, ça n'a rien de surprenant. Donc ça, c'est une tendance haussière. Mais le problème, c'est que la concurrence a démarré de manière vraiment brutale récemment. Donc maintenant, l'AMD, il s'est mis en... Avant, il était leader largement, donc du coup, il avait une certaine pas une monopolie, mais leadership sur ce marché. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc vous voyez que avec la reprise actuelle, on a repassé le milieu du canal, mais je pense que c'est pas encore gagné. Donc on peut encore aller, si les marchés continuent la hausse, on peut aller voir le haut du canal vers 71, mais je m'en doute parce que forcément, les marchés doivent se corriger à un moment donné. On pourra aller revoir le bas du canal. Donc, il faudra le prendre vers les 52 $. Il faut commencer à s'intéresser à cette action. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous regarder immédiatement AMD. Comme ça, on aura une base de comparaison intéressante. Donc, les ratios. Vous voyez, donc cette entreprise, elle est bien plus chère parce que, bon, évidemment, bon, elle dégage moins de flux de trésorerie, c'est ça le problème. Mais par contre, elle est technologiquement très flexible. Si vous voulez, en fait, quelque part, le marché attend plus de AMD qu'il attend de Intel. Donc, toutes les valorisations, c'est plus ou moins la folie, on va dire. Donc, allez, la marge grosse, brute marge, en fait, c'est les moins importante que chez Intel. Et la marge nette, elle est même voire négative sur la moyenne de 5 ans. C'est pour ça que je vous dis que le business de AMD, elle est discutable. Et par contre, leur flexibilité et possibilité de s'adapter au contexte qui change en mutation permanente, elle est quand même valorisée très cher par ce marché. Donc moi, je trouve que c'est une entreprise très chère, mais je ne dis pas que nécessairement c'est un investissement pire qu'investir dans Intel. Donc Intel dégage plus de trésorerie pour le moment, mais AMD peut aussi s'améliorer de ce point de vue-là. Vous voyez, donc, et elle n'est pas rentable parce qu'elle est en perte sur moyenne sur 5 ans, malgré le secteur porteur. Et le dividende, il n'y a pas. Donc on va voir comment ça s'est reflété sur les marchés. Vous voyez, notre stream aujourd'hui, c'est assez technologique, on va dire. Donc voilà, donc là on voit comme d'habitude. Donc là ça c'est la bulle Internet, ça c'est la bulle, ça c'est pas même pas 2005, donc elle est baissée largement avant la crise 2007-2008. Et maintenant elle repart fort avec les derniers changement technologique. Donc, vous voyez, donc la croissance, elle est juste monstrueuse. Donc, on peut même prendre 5 dernières années, il n'y faisait que monter. Donc, clairement, c'est une entreprise de croissance. Et vous voyez, c'est comme je vous disais que le marché, il valorise énormément cette valeur. En fait, le potentiel, il voit beaucoup de potentiel dans le business model d'AMD. Donc, c'est ça qui me...
voilà, même pendant la crise de coronavirus, elle n'a pas fait une chute phénoménale. Donc maintenant, elle reprend vers le haut du canal. Vous voyez, c'est ça le phénomène. Donc, parce que Intel, c'est rentable, Intel gagne de l'argent, mais vu que le marché voit plus de perspectives dans AMD. Je pense que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est de couper votre position en deux et investir dans les deux entreprises concurrentes. Sur ce point-là, je pense que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire et probablement attendre un petit peu la prochaine correction des marchés financiers. Les deux autres sociétés que nous allons regarder aujourd'hui, c'est ExxonMobil et Total. Donc là, c'est les sociétés de secteur pétrolier, évidemment, comme vous le savez. Évidemment, ça, c'est un pari sur le rebond de pétrole, parce que là, beaucoup considèrent que le rebond de pétrole est en train d'être entamé. Mais dans tous les cas, si vous suivez mes vidéos depuis mois de mars, je vous disais que les changements sur le marché de pétrole sont profonds. En fait, pour moi, on ne va pas revenir aux réalités avant cette crise, parce que avant cette crise, les prix ont été faussés quelque part par le OPEP, donc qui manipulait quelque part les prix du marché. Et aujourd'hui, cette situation n'est plus la même. Donc moi, je ne m'attends pas qu'on retourne à des prix à 50, 60, 70 $ le baril. Donc on va rester dans les niveaux actuels. Et ces niveaux actuels, c'est les niveaux dans lesquels ces sociétés ne sont pas rentables. Donc tous les chiffres que nous allons voir aujourd'hui, il faut prendre avec des pincettes, parce qu'en grande partie, ils tiennent compte des autres prix des matières premières. Donc, et c'est probablement même l'analyse technique ici qui est plus justifiée que faire l'analyse fondamentale. On va quand même regarder les ratios très rapidement, même si on sait qu'ils seront très faibles. Donc, vous voyez, donc là, 18% PER pour ExxonMobil. Pour Total, je pense que ça sera encore moins. Il est valorisé à moins d'1 an de chiffre d'affaires, donc il est valorisé à presque à la valeur comptable de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le marché ne s'attend au cours actuel, les cours qui sont rebondis. Donc là, je vous répète, il ne s'attend donne aucune prime sur le prix des actifs de cette entreprise. Donc, il ne s'attend pas à aucune croissance. Donc voilà, donc il faut quand même considérer cela. Et que si les marchés de pétrole repartent à la baisse, je vous disais toujours que le marché de pétrole, la volatilité est énorme. Donc aujourd'hui, si on revient en 40 $, on n'est pas encore là. Donc ça s'inscrit parfaitement dans le rebond technique, même si on a fait 2 fois le prix, même plus que 2 fois, ça dépend par rapport à quoi on compare, mais avec des taux de volatilité actuels, ça s'inscrit parfaitement dans le rebond technique. On n'est pas nécessairement sorti de la crise de point de vue prix de pétrole. Donc voilà, donc là je regarde. Par contre, il faut quand même tenir compte que les pétrolières américaines, elles ont beaucoup de chances d'avoir le soutien de l'État américain. Donc, ce qui est probablement pas nécessairement le cas pour Total. Donc, ils ont cet avantage par rapport au fleuron pétrolier français. Donc, on voit que les marges brutes sont confortables, mais bon, les marges nettes redescendent nettement, donc, parce que évidemment le business coûte cher. Et les rentabilités sont faibles, donc c'est une rentabilité return on equity, c'est 5% et 5% pour, donc évidemment les peu de dettes, ce qui me surprend un petit peu. Donc on passe de 6% à... Non, il y a un petit peu de dette, mais on verra juste en bas, mais vous voyez que la chute complète des profits, donc c'est juste incroyable. Et effectivement, pour ExxonMobil, il y a très peu de dettes, c'est quand même assez surprenant. Et attention que la dette court terme n'est pas couverte par les actifs court terme. Ça ne veut pas dire qu'il va faire faillite bientôt, mais cela veut dire qu'il devra se financer pour financer son cycle opérationnel. Donc ce n'est pas non plus un bon signe. Donc les dividendes sont confortables parce qu'évidemment la plupart des gens qui achètent ces actions les achètent pour le dividende. Et vous voyez que ça c'est excellent, c'est que le dividende, elle représente 140% de leurs bénéfices. Donc cela veut dire qu'ils empruntent pour payer les dividendes ou bien ils vont couper ce dividende. Et c'est le deuxième scénario que moi je m'attends. Voilà, donc 2 points de vue analyse technique. Donc ExxonMobil, donc là, bon, à long terme, ça ne sert à rien de le regarder, parce que bon, évidemment, elle est suivie. En fait, c'est cyclique, en fait, si vous voyez. Donc, une fois elle a des cycles haussiers, donc là, cette entreprise va bien agir. Donc là, elle montait. Maintenant, on voit qu'il y a une énorme baisse, mais par contre, cette baisse, elle a été commencée encore en 2015, malgré que le cycle était encore haussier. Mais par contre, le cycle était haussier à cause des injections monétaires de la Réserve fédérale. Mais dans l'économie réelle, on sait que depuis la crise de 2009, il n'y a pas eu une croissance de folie. Donc, et ça se représente dans les pétrolières, il était toujours sous-valorisé. Donc, cette entreprise que ne faisait rien, maintenant, elle commence à descendre. Et pour moi, cette baisse va plus ou moins continuer. Elle va se stabiliser quelque part sur des niveaux très bas. Donc,
Pour moi, bon, déjà, moi, je n'ai pas de pétrolière. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi, je n'ai pas de pétrolière dans mon portefeuille. Et pour moi, ce rebond qui est purement technique, je pense qu'il va se stabiliser sur les niveaux très faibles qui sont pour l'historique, pour les cours historiques de cette entreprise. Donc, pour moi, ce n'est pas une opportunité. Après, à moins que vous voulez spéculer, ce n'est pas des investissements long terme comme beaucoup les voient. Donc, pour Total. Non, Total, vous voyez, il n'a pas tellement rebondi en fait. Donc on était à 40, 50 avant cette crise et maintenant, bon là on a eu une chute évidemment pour les 21, donc 24. Bon, 21 même on a descendu, c'est pas mal. Et là on s'est stabilisé mais quand même sur des niveaux très bas pour les prix historiques de Total. Donc, et les ratios doivent être encore plus sous-évolués. Ah zut, il n'y a pas de ratio ici. Où est-ce que je les regarde? Donc là, voilà, ici vous pouvez voir les ratios de Total, donc PER 12, donc c'est pas très cher non plus. Et les valorisés en dessous de leur valeur des actifs comptables, et les marges sont relativement faibles, et elles vont être encore plus faibles avec les prix actuels de pétrole. Return on asset de seulement 3%, donc c'est vraiment très très faible. Donc ce n'est pas une entreprise vraiment pour moi qui sont intéressantes d'investir, mais on va quand même regarder les marges techniques, si vous voulez. Et c'est exactement pareil. Donc là, on a chuté avec les prix de pétrole, et maintenant, nous sommes en train de stabiliser sur des niveaux qui sont très bas pour Total. Donc c'est bon, c'est des sociétés similaires sur le secteur similaire. Donc c'est en fait, par contre, Total pour moi, elles sont assez diversifiées du point de vue de leur activité parce que là, ils sont présents sur le secteur de l'électricité et le secteur de LNG. Donc ça, c'est le gaz naturel liquéfié, c'est GNL en français. Donc là, je pense que probablement, de point de vue de diversification du business, cette entreprise reste assez intéressante et j'aurais probablement préféré Total par rapport à Exxon. Mais ça, c'est à voir. De toute façon, c'est le secteur que moi, je ne regarde pas beaucoup en ce moment. Une autre société que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est Nike. Donc ça vous connaissez, c'est un producteur, vendeur des baskets très connus. Donc juste pour commencer, en fait, Nike, en fait, je vous donne mon avis personnel peut-être sur cette entreprise. Pour moi, pourquoi j'aime pas trop cette entreprise? Pas parce qu'elle n'est pas performante ou quelque chose, mais surtout par rapport à leur politique envers surtout des pays émergents où ils se traitent pas mal leur production, parce que vraiment c'est une entreprise, pour moi c'est un symbole de capitalisme, on va dire sauvage, donc qui exploite littéralement les gens qui travaillent dans les pays émergents. Pour moi c'est quand même un petit peu un frein psychologique d'investir sur ce type de société, parce que bon, après, ici, la philosophie de l'entreprise, je ne partage pas. Donc là, je commence à me poser de questions, même si c'est une entreprise excellente, ça pourrait faire partie de la fameuse catégorie A que je vous présente assez régulièrement. Donc, il ne faut pas présenter le business de cette entreprise. Donc, c'est une entreprise qui est chère de point de vue PER. Donc, elle est valorisée très cher par rapport au marché. Pour un producteur des marques sportives, des vêtements sportifs, c'est quand même assez impressionnant. Mais les marges suivent. Donc, les marges sont très confortables, de 45%. Et la marge nette, elle est confortable également. Donc, les rentabilités de cette entreprise sont extrêmement élevées. Donc, c'est une entreprise extrêmement rentable. Entre autres, en fait, je vous rappelle encore ce volet un petit peu philosophique, c'est que il y a eu des manifestations il y a quelques années dans les pays asiatiques où ils demandaient quelques dollars d'augmentation par mois. Donc, et finalement, c'est une entreprise qui profite évidemment de leur faible coût de main-d'œuvre dans les pays pauvres. Donc voilà. La dette, elle est faible, aucun problème à court terme, donc ça, c'est excellent. Donc là, il a largement assez pour augmenter leurs dividendes, parce qu'il y a seulement 17% qui sont de bénéfices sont envoyés pour payer les dividendes, mais les dividendes quand même, il est assez faible. Donc Nike. Donc, de point de vue technique, nous voyons que depuis 2017, cette entreprise ne fait que monter. Donc, évidemment, même si c'est une ancienne entreprise, ça reste une entreprise de croissance. Donc, cela veut dire que le business, il est très optimisé. Donc, et maintenant, nous sommes en train de rebondir après la forte chute, qui évidemment était une excellente opportunité d'acheter une entreprise avec des telles rentabilités opérationnelles. Donc, je pense que c'est une entreprise qui mérite d'être rajoutée dans la catégorie A, mais vous voyez, pour des points de vue
on va dire idéologique, si vous voulez. Je ne suis pas certain que je vais y investir. Donc aujourd'hui, on touche encore le milieu de canal, comme pour beaucoup d'entreprises que nous avons vues aujourd'hui. Mais dans tous les cas, le marché, encore une fois, il est fragile. Et maintenant, un moment quand j'enregistre cette vidéo, c'est le soir, vendredi. Donc ça risque de quand même encore rechuter pas mal. Donc il faut faire attention quand même aux valorisations actuelles. Voilà, donc je vais terminer aujourd'hui pour cette vidéo. Il était un petit peu plus courte que d'habitude parce que bon, là j'ai un petit peu limité en termes de temps en ce moment. Donc là, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les sociétés qui vous intéressent. Mettez-moi des likes. N'oubliez de mettre un petit like pour me remercier pour le travail que je fais. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, donc vous avez un lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne. Allez, Mind du Cash, à très bientôt.